construire un outil politique qui soit vraiment celui des exploités, des travailleurs, des gens d'en bas. Je finis juste. Mais voilà, donc c'est cette idée-là, on la garde. C'est vrai que on va en parler. Donc le fait qu'on soit deux candidatures ou même plus largement au-delà des élections, c'est vrai qu'on voit bien que le mouvement social est dans un état plutôt triste, quoi, très divisé. On ne sait pas trop comment riposter, comment se défendre. Donc le problème politique est posé de se regrouper et de construire réellement quelque chose qui puisse nous préparer aux luttes et puis voilà comment on se défend en fait. Donc c'est sûr que ça fait partie des problèmes politiques qu'on a envie de poser dans cette campagne. Alors, vous savez que vous ne serez pas président de la République, Philippe Poutou. Vous cherchez quoi? Une visibilité médiatique? Vous cherchez quoi? On cherche plein de choses. D'une part, oui, la visibilité, parce qu'on milite au quotidien et souvent dans la discrétion ou l'anonymat, puisque hors élection, on n'est pas du tout invité dans les médias. Donc là, on sait que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous politique important, même certainement le plus important, là où les gens, en règle générale, s'intéressent à la vie politique. Donc on a envie d'être là, bon, pour faire entendre autre chose. D'abord un autre camp social, c'est-à-dire des salariés qui font de la politique autrement, qui sont pas des politiciens professionnels, puis d'autres idées, un autre programme politique, de dire qu'on n'est pas obligé de subir et qu'on peut avoir aujourd'hui des politiques qui répondent aux besoins de la population. Et puis surtout la perspective politique. Nous, ce qu'on met en avant, c'est qu'il faudra qu'on se batte, il faudra qu'on règle nos comptes dans la rue. Et ça vaut le coup de le défendre. Et de ce point de vue-là, on n'est pas hors sujet parce qu'on nous fait croire que parce qu'on est petit ou parce qu'on veut pas être président, on n'a rien à faire dans cette élection-là. Mais mine de rien, on a envie de poser les problèmes de la société dans laquelle on vit, de comment on peut organiser la société, le pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir individuel avec le président ou est-ce qu'on peut discuter d'un pouvoir collectif? Est-ce qu'on peut discuter d'une démocratie directe, d'une population qui décide par elle-même? Mais c'est tout ça qu'on va mettre là-dessus. Et il n'y a pas de raison de laisser la place à des politiciens professionnels qui sont plus riches, complètement déconnectés de la population. Donc on a toutes les raisons d'être là et de montrer autre chose et puis de dire regardez, nous on peut aussi contester la société et puis dire merde et puis dire que voilà, on veut se battre aussi, se défendre ensemble. D'ailleurs, vous dites merde, vous n'hésitez pas à le dire. D'autres hésitent. Vous avez appelé François Fillon, Marine Le Pen. C'est un peu impoli, non? Oui, débat, mais vous l'avez regretté ça ou pas? Non, j'oublie tout le reste. Le reste, je vais y revenir dans la deuxième partie. C'est vrai que c'est une habitude que j'ai, surtout quand je commence un peu à être énervé. Ah bon? mais même au boulot, aussi. dans les réunions CE, DP ou CHSCT, des fois je dis pas monsieur pour parler du patron ou du DRH, tout ça. Des fois ça énerve. C'est pas bien grave non plus. On n'est pas obligé de s'embarrasser lors de ce débat. Que vous a dit Emmanuel Macron lorsqu'il est venu vous chercher? Très gentiment, il a dit de venir pour la photo. J'ai dit que j'avais pas envie. Vous a dit venez. Monsieur Poutou, faut venir pour la photo. Voilà. Oui, Monsieur Poutou, il vous a appelé Monsieur Poutou. Je crois, oui, il faut venir pour la photo. Et vous lui avez dit? J'ai dit que j'avais pas envie. C'était pas ma famille. Là, mais c'est marrant, ça fait discuter, mais moi aussi, je trouve ça complètement naturel. C'est pas ma famille, c'est pas mes collègues, et en plus, il y a même des gens que je peux pas voir, je peux pas supporter idéologiquement. Je parle et qu'il était hors de question que je m'affiche là-dedans. Mais en plus, l'histoire de la famille, c'est un peu culotté aussi, parce que tout le monde dit, maintenant, voilà, on est tous des candidats à la même chose, sauf que pendant des mois et des mois. On n'est pas traité du tout de la même manière, on n'est pas invité, on compte pas sur nous. C'est pas très fair-play de pas venir sur la photo. Mais qui c'est qui est fair-play là-dedans? Personne n'est fair-play, c'est d'une hypocrisie incroyable. Et moi je vois pas pourquoi on serait obligé, se sentirait obligé. Moi je pense qu'il faut être, il faut le faire aussi comme on a envie de faire. Et puis ceux qui ont envie d'être dans la photo de famille, moi je reproche à personne d'être sur la photo de famille, mais je pense qu'il faut respecter, donc moi j'avais pas envie et je regrette pas du tout. Bon, nous reviendrons sur cet épisode et sur votre comportement qui a été très discuté, très commenté. Bien, Marine Le Pen affirme défendre les plus modestes, les chômeurs, les retraités, les agriculteurs, la préférence française, le peuple français. Elle a plus d'écho que vous. Oui. Mais pourquoi? Il y a plein de raisons. La médiatisation, ça aide quand même, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que ça. L'ultra-médiatisation, ça aide aussi à montrer que finalement, il n'y a que ça qui pourrait être crédible. C'est ça le problème aussi. La médiatisation, elle rend crédible ou pas des idées. Quand on n'est pas dans le circuit médiatique, du coup, on a un handicap. Oui, mais il n'y a pas que la médiatisation. Non. Après, il y a aussi une situation sociale et politique qui est très dure. Et nous, ce qu'on constate, moi, je le vois au boulot, dans les discussions avec les collègues, même si ça certains votent Marine Le Pen. Mais bien sûr que c'est obligé, mais sauf que ça se dit pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça se dit pas, ça. Les collègues disent pas je vais voter Le Pen. Et cette fois aussi, est-ce qu'ils le disent plus facilement que non, je trouve pas, mais on sent dans les discussions que des camarades ou des collègues auraient plutôt envie à voter ça. Et mais quels sont les arguments qu'ils avancent? Je pense que le problème qu'il y a, c'est que justement aujourd'hui, il y a aucune confiance dans l'aspect collectif. On le voit d'ailleurs dans les luttes sociales. Il y a peu de grandes luttes sociales. Même on le voit nous à Ford quand on veut faire grève par rapport à la politique du patron qui menace
le cite aujourd'hui, bon, même si on a fait des grèves avec une grande majorité de collègues, la plupart du temps, c'est plutôt un sentiment d'impuissance. C'est à quoi ça sert? On va pas y arriver. C'est aussi le repli sur soi-même. C'est d'un certain côté, c'est chacun pour soi aussi, une sorte d'individualisme qui se renforce. Et ça existe, je pense, dans beaucoup d'entreprises un peu partout. Et donc là, sur ce terrain-là, c'est un terrain où les gens y croient plus à rien, où il y a du désarroi, il y a de l'écœurement, il y a de la colère aussi. Hein. Et Le Pen, avec son idéologie, elle arrive à mieux récupérer. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je dis, mais pas poliment non plus, c'est que quand la situation est merdique, les idées de merde récupèrent mieux, quoi. Et Le Pen, c'est ça qui se passe. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer aux collègues, montrer à la population qu'on a intérêt à resserrer des liens entre nous et avoir cette conscience que le camp des exploités, enfin notre camp, les gens d'en bas, ceux qui payent très cher la crise, ils ont tout intérêt à se regrouper, à se défendre ensemble et à rejeter tout ce qui peut les diviser. Et rejeter notamment la xénophobie. Parce que le truc de Le Pen, c'est toujours de faire croire que l'immigré serait responsable de la pagaille ou responsable de la crise ou du chômage. Et c'est une idée qui est pourrie, mais comment on arrive à inverser le cours des choses? Comment on arrive à expliquer qu'en fait, le vrai problème, ce sont les exploiteurs, c'est les patrons, c'est les banquiers, c'est les milliardaires, c'est les gouvernements qui, eux, ont des politiques qui se traduisent par un chômage qui explose. Je vais revenir sur vos propositions. C'est comment on se défend. Et nous, c'est l'idée. À l'époque où on parle beaucoup d'identité nationale et tout ça, nous, on voudrait discuter d'une identité de classe, d'une identité de ce qu'on est nous. Et ça, on a besoin de se regrouper. L'immunité ouvrière. L'identité ouvrière. C'est ça. L'identité, plus qu'ouvrière. Parce qu'ouvrière, ça fait toujours un côté réducteur. C'est nous, la population, nous, les gens d'en bas, on a comment on se défend nous-mêmes et qu'on n'a pas besoin des autres. Et en plus, Le Pen, c'est la grosse escroquerie avec Le Pen parce que ultra friqué, c'est des milieux d'affaires et puis on voit qu'ils font de la politique comme les autres, c'est les mêmes mœurs, hein, ça pique dans les caisses publiques. Il y a Jean-Luc Mélenchon pour défendre les gens d'en bas, non? Pourquoi souriez-vous? Non, parce qu'en passe, c'est toujours difficile de passer d'un sujet à l'autre. Moi, je passe toujours d'un sujet à l'autre. C'est sportif, quand même. C'est sportif. C'est comme, vous savez, vous êtes supporter des Girondins de Bordeaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous savez, on se passe la balle. Hein. Oui, c'est un sport collectif. Oui, c'est un sport collectif. Dites-moi, Philippe Poutou, oui, Jean-Luc Mélenchon est là pour défendre les plus modestes, non? Oui, beaucoup pensent que c'est pour lui qu'il faut voter, parce qu'on le voit bien, la dynamique Mélenchon. D'ailleurs, les meetings qui sont énormes, les sondages, tout ça. Bon, il y a une dynamique Mélenchon, mais comme en 2012, peut-être plus grosse cette année, je sais pas. Bon, mais tant mieux pour lui. Mais nous, on est comment dire, c'est pas un adversaire Mélenchon. On n'est pas d'accord parce qu'on a tout à fait autre chose à dire. Même s'il y a des points communs, évidemment, il y a des revendications, notamment contre les politiques libérales. Les points de désaccord, c'est qu'on pense que c'est pas Mélenchon la solution. En fait, c'est pas c'est pas parce qu'on aura un super président. Mélenchon, c'est moi-je. Quand même un petit peu, hein, même si c'est pas la plus grosse attaque sur lui, ça va pas être ça. Mais c'est surtout que nous, on pense que c'est une confrontation directe avec les possédants aujourd'hui, avec les banquiers, avec les capitalistes, et on pense que c'est à la population de prendre ses affaires en main. On pense que vraiment, la solution, c'est dans la rue que ça se passera. Ce sont des millions de gens, c'est changer le rapport de force. Parce qu'en fait, Mélenchon, comme nous, on va dire, il faut interdire les licenciements, ou il faut des vrais services publics, il faut une répartition des richesses qui soit différente, plus juste. On est d'accord avec ça, mais comment on l'impose? Et je dis le mot imposer parce que le problème, ça sera de l'imposer. Et c'est pas un rapport de force différent, c'est parce qu'il y aura des batailles sociales. On voit pas comment, parce qu'il y aura un nouveau président, parce qu'il y aura une nouvelle majorité à gauche, on l'a déjà vécu, on s'est fait avoir quand même plein de fois. On nous a dit qu'il fallait voter à gauche, même Mélenchon à l'époque. Vous avez voté Hollande? À l'époque où Mélenchon était avec oui, en 2012, oui, j'ai voté Hollande. Ouais. Vous avez voté Hollande? Ouais, mais pas parce qu'on espérait en Hollande, parce qu'on se disait il faut dégager le Sarkozy. Parce qu'il fallait dégager Sarkozy, parce qu'il y en avait marre, et on pensait d'une certaine manière que ça ferait un peu de bien, quoi. Pas qu'on ait confiance en Hollande, mais voilà. Mais combien de fois on s'est fait avoir là-dessus? Combien de fois la gauche, elle a dit on va régler vos problèmes, on va s'en occuper. Donc du coup, nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a un moment donné, il faut arrêter les raccourcis. Le vote utile, à un moment donné, ça va être justement de dire, ben voilà, il faut qu'on vote pour notre camp social, il faut qu'on vote avec cette idée qu'il va falloir qu'on se batte. Mais comme en Guyane aujourd'hui, la Guyane, la lutte de la population guyanaise, ça permet de voir la possibilité qu'il y a, une population en colère, elle peut changer les choses, elle peut au moins se faire entendre et dire et poser les problèmes d'une répartition des richesses. Vous êtes franc, vous dites ce que vous pensez. Vous avez failli déraper là il y a un instant. Hein. Oui, je le sais, je l'ai entendu. Vous allez très loin. Vous dites Emmanuel Macron s'est servi dans les caisses de Bercy. François Fillon, c'est un pourvoyeur d'emplois fictifs. Marine Le Pen à la tête d'un parti lié à des milieux véreux. Enfin, vous y allez à fond. Hein. Vous y allez à fond. Vous ne risquez. Vous êtes franc, vous dites les choses. Mais moi, j'ai envie. Alors, certains disent ce n'est pas un candidat sérieux. C'est Marine Le Pen qui le dit surtout. Oui. Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes sérieux quand vous dites que Donald Trump a sa part de responsabilité dans les derniers bombardements à l'arme chimique en Syrie?
Que nous on dit ça là? Oui, vous dites pas ça? Pas directement comme ça, c'est plus compliqué que ça. Mais ce qui est terrible, c'est que Trump donc réagit effectivement en bombardant. C'était d'ailleurs le premier bombardement qui ciblait des forces militaires de Assad. Mais c'est surtout que depuis 6 ans, en fait, les politiques de Trump, mais même du monde occidental en règle générale et de l'Europe, à sa part de responsabilité, ils ont laissé Assad faire son massacre depuis 6 ans. Et à aucun moment ils ont essayé d'entraver Assad. Alors d'un côté, on voit l'Iran et la Russie de Poutine qui soutient ouvertement Assad, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Alors qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes opposé à toutes les interventions militaires. Mais oui, c'est compliqué, bien sûr. C'est compliqué. C'est compliqué parce pour combattre Daesh, c'est compliqué. D'une certaine manière, il y a une forme d'impuissance. Quand on est là, on assiste à ça, on assiste à des massacres, on assiste à un jeu diplomatique et politique international sur lequel on n'a aucune prise. Mais c'est vrai que nous, on est contre les interventions militaires, on est contre ce que fait Hollande aujourd'hui. On pense que ce qu'ont fait les Américains en Irak ou en Afghanistan, en Afrique, au Mali, parce qu'on considère que toutes ces interventions militaires, ça relève de politique impérialiste ou néocoloniale. C'est toujours ce réflexe des puissances qui vont c'est aussi combattre le terrorisme. La preuve que non. Et on pense que ça aggrave le sort des peuples et que justement toutes ces interventions militaires là, mais à côté de ça aussi les ventes d'armes. La France qui vend à l'Arabie Saoudite, qui vend au Qatar, qui vend à l'Égypte, c'est des trucs. On voit bien que ça ne fait que ça renforce les dictatures, ça renforce les pouvoirs totalitaires qui oppriment les peuples et ça ne règle en aucun cas la situation des peuples et qui sont dans des situations de plus en plus dramatiques. Donc nous on pense qu'il faut arrêter les interventions militaires. Après l'aide, c'est sûr que comment on aide aujourd'hui les populations ou les peuples là-bas qui trinquent. Déjà nous on pense que par rapport aux migrants il faut accueillir, voilà, parce que tous ceux qui fuient, on accueille tout le monde. Oui, on est pour l'accueil de tout le monde. Comment fait-on? Parce qu'on pense qu'il y a largement les moyens. Aujourd'hui, il y a ne serait-ce que la question des logements, il y a des millions de logements vides. Nous, on est pour l'accueil. Réquisition des logements vides. Mais accueillir les migrants, c'est en même temps, ça veut dire aussi qu'on est en capacité de loger tous les SDF en France, tous ceux qui sont dans la crise du logement, qui n'arrivent pas à se loger correctement. Alors comment? Réquisition? Il y a des millions de logements vides. Des logements vides, des bureaux? Mais après, ça suppose d'avoir des politiques sociales. Ça suppose que finalement, aujourd'hui, les pouvoirs, ils aient le souci premier de répondre aux besoins des populations, les populations qui sont ici en France, mais aussi de voir un peu le drame humain qui est vécu à l'échelle internationale. Donc nous, on pense qu'il y a des réponses. Donc la réponse déjà en premier, ce serait que la France, que l'Union européenne soit en capacité d'accueillir et d'aider. Et ça serait déjà la première chose, parce qu'en plus, c'est vrai que les drames là-bas, le monde occidental a sa part de responsabilité, parce que c'est aussi le résultat de toute une histoire de colonialisme, de pillage des peuples, d'exploitation, de surexploitation. Même aujourd'hui, les capitalistes français qui sont dans les pays en Afrique ou en Asie, qui exploitent, qui surexploitent. Bon, voilà, donc il y a encore, c'est aujourd'hui une réalité, quoi, ces rapports de pillage. Donc on est pour ça. Et après, c'est vrai que nous on pense que les peuples ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, et ce serait de les aider déjà à pas intervenir militairement à leur place, mais comment la résistance syrienne, par exemple, pourrait avoir des armes pour se défendre. Et là, il y a eu un embargo, il y a eu une interdiction tout a été fait pour pas qu'ils soient armés. Et le problème, c'est que ce sont les islamistes qui ont eu les armes et pas les résistants, la gauche démocratique syrienne. Et là, aujourd'hui, on voit bien que cette gauche démocratique syrienne, elle est pas complètement liquidée, mais elle est beaucoup moins forte qu'il y a 6 ans. Donc et globalement, finalement, c'est que la révolte de la population syrienne, elle a été écrasée par Assad, mais on voit bien que le monde occidental a laissé écraser cette résistance-là. Philippe Poutou, revenons en France. Vous proposez retraite à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. On est bien d'accord. 37,5 d'annuité. Oui. C'est-à-dire que le retour à ce qui existait. Oui, c'est-à-dire celui qui commence à travailler à 18 ans, à 55 ans et demi, il est à la retraite. C'est pas choquant pour nous, ça. Bien. Montant de la retraite égal au dernier salaire. Pas de 75%, pas de... Donc, même retraite pour tout le monde. Public, privé. Oui. Le dernier salaire. On est bien d'accord. Oui. Comment faites-vous, là? Vous augmentez les cotisations ou pas? Comment faites-vous pour financer? Il y a 2 problèmes. C'est déjà, ce qui est terrible, c'est que quand on avance des choses comme ça... Oui, on vous pose toujours la même question. Non, c'est pas ça, mais c'est que où ça fait sourire, où on nous dit, non, c'est pas possible. Non, mais je ne parle pas pour vous, là. Ouais. Mais nous, on pense que ça serait quand même le minimum qu'on vive dans une société où les gens puissent vivre décemment, correctement. Et donc, ça suppose tout ce qu'on dit, c'est qu'il y a un progrès technique énorme, il y a une productivité qui a largement progressé en 50-60 ans. Et pourquoi ça profiterait pas à la population? Pourquoi il faudrait trimer toujours plus? Pourquoi aujourd'hui ce serait pas d'actualité de baisser le temps de travail? Pourquoi ce serait pas d'actualité justement de faire en sorte que les anciens partent plus tôt à la retraite, de manière à embaucher des jeunes qui sont aujourd'hui dans la galère du chômage? Donc nous, tout ça apparaît de bon sens, mais en plus on pense que la société elle a les moyens de ça. Emploi, quoi, si on finance avec les fortunes qu'il y a, parce que on nous fait toujours regarder la même
même Fillon, enfin l'obsession d'un Fillon par exemple, c'est regardez, il y a la dette. Alors c'est vrai qu'il y pense moins quand eux ils se remplissent les poches, mais il y a la dette, il y a le déficit, et on veut nous faire regarder que ça. Mais sauf qu'en réalité, il y a aussi les milliards de bénéfices, il y a aussi les dividendes. Mais qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Comment allez-vous le chercher? Je finis juste, je fais l'état des lieux de la fortune qui existe. Des milliardaires comme Arnaud, Bettencourt, Mullier, Bolloré, Bouygues, enfin ils ont des milliards. Enfin c'est complètement dingue ça. Enfin on peut pas. Enfin il faut quand même le regarder ça. Cette fortune qu'il y a, ces fortunes qu'il y a. Vous saisissez ces fortunes? Bien sûr, oui, bien sûr. Mais nous on pense que, alors c'est évidemment compliqué. D'abord ils vont partir. C'est pour ça que nous on discute. Ils vont partir vos milliardaires. Non, ça dépend. Si on les laisse partir, ils vont partir. Mais après ça dépend justement comment on contrôle tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que le système économique aujourd'hui, il est entre les mains des capitalistes. Ils décident de tout. Alors effectivement, ils décident de ce qui est possible et ce qui est pas possible. Et nous on dit que s'il y a le contrôle sur l'économie, c'est plus la même chose. Et notamment la question bancaire. Nous on pense que les banques, ça devrait être un service public en totalité. Vous un monopole public. Toutes les banques. C'est même pas nationalisé, c'est l'expropriation. Parce que le système bancaire, il a quand même suffisamment fait de dégâts, mais sans parler que de la crise de 2008, où on se rappelle. Tous les employés de banque deviennent fonctionnaires. Aujourd'hui, la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, ce sont des centaines de milliards d'euros qui sont cachés dans les paradis fiscaux, et c'est les banques qui l'organisent. Donc à partir du moment où on discute que les banques sont expropriées et sous contrôle des salariés, et donc un monopole public bancaire, mais à l'échelle française, mais même à l'échelle du continent européen, on imagine bien que c'est plus pareil pour les capitalistes. Ils peuvent plus tricher pareil, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Donc c'est ça, il y a l'idée d'un contrôle sur l'économie. Et au-delà de la question bancaire, on pense qu'aussi il y a des grosses entreprises capitalistes qui devraient être expropriées. C'est une économie administrée, quoi. Administrée, ouais, mais pour le bien collectif. Communiste. Si on veut, ça peut, oui, c'est le mot. Alors, vous n'avez pas peur? Non. Vous n'avez pas peur de ce mot? Non, mais on peut mettre le mot qu'on veut, mais c'est l'idée que c'est quand même aberrant aujourd'hui que l'économie appartienne à des poignées de riches et qui décident de quoi produire et comment produire. Et qu'aujourd'hui, la compétitivité, machin, tout ça, c'est juste leur préoccupation, c'est de s'enrichir. Et on le voit aujourd'hui, la crise, plus il y a de chômeurs, plus il y a de précarité, on croit qu'on peut rien faire, enfin voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais en réalité, à côté de ça, on voit l'enrichissement. Il y a une classe sociale qui s'enrichit, il y a des riches de toujours plus riches, des milliardaires toujours plus milliardaires, et on voit bien qu'il y a un lien entre la surexploitation et l'enrichissement des autres. Donc après, le problème, c'est comment on met en place une société qui rééquilibre ça. Et donc c'est forcément la question du pouvoir qui est posée, mais pas que le pouvoir politique, le pouvoir économique. Donc ça veut dire un contrôle sur l'économie, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut exproprier, c'est pour ça qu'il y a des mesures radicales qu'il faut prendre, sinon on a un capitalisme mondial, mais qui va à la catastrophe. Votre programme à voir, allez-y, faites de la pub, vous avez un site internet, comment fait-on? Moi je suis électeur, comment fait-on pour aller voir votre programme? C'est vrai que le plus pratique aujourd'hui c'est internet, la plupart des gens, pas tout le monde, mais beaucoup internet. Donc on a npa2009.org, il y a poutou2017.org, je crois aussi, où là il y a tous les documents. Vous êtes une star, il y a même le New York Times, je vois. Oui. Et donc on a effectivement une brochure programme qui est gratuite, qu'on distribue dans tous nos meetings, qui est accessible. Enfin, il faut la demander et tout ça. Et ça fait une quarantaine de pages où on développe un peu toutes ces idées-là. Et puis chacun recevra chez soi, on le sait, les professions de foi. Bien sûr. Philippe Poutou, j'ai un mot avant de passer à votre personnalité. J'ai une question, dernière question. Est-ce que vous pensez que les jeunes veulent devenir entrepreneurs? Il y en a quelques-uns qui pensent que c'est la solution. C'est pas la solution. Vous dites à un jeune. Est-ce que vous dites à un jeune ce matin, non, ne t'engage pas, ne crée pas ton entreprise, non? Non, on dit pas ça parce que. J'espère, non. Non, mais on va pas dire ça parce qu'il peut y avoir des jeunes qui s'en sortent comme ça ou des moins jeunes d'ailleurs qui s'en sortent comme ça. Vous les encouragez? Est-ce que vous les encouragez Non, pas encouragés parce que justement nous on voit bien avec le phénomène de l'ubérisation, enfin c'est le nom que ça prend, mais on voit bien comment il y a une volonté de la part des gouvernements de casser le code du travail et puis de faire croire que finalement tout seul on peut s'en sortir. Donc il y a une individualisation, tout ce qui est collectif c'est détruit et nous on dit que ça c'est dangereux, qu'au contraire il y a tout intérêt à garder tout ce qui peut être collectif, tout ce qui peut être protection collective, protection sociale. Et donc nous, on est dans cette idée de résistance collective et on est dans cette idée que c'est pas chacun pour soi qui nous en sortira. Le problème du mode du capitalisme, c'est de faire croire que c'est ça, justement, c'est l'individualisme. Macron, avec si on veut être milliardaire ou si on veut être riche, on peut être riche, il suffit de vouloir et tout ça c'est du pipeau. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de la place pour tout le monde le sait dans cette monde capitaliste. Et nous, on veut discuter d'une société où tout le monde peut vivre correctement, décemment. Et c'est donc forcément des choses très collectives. Et juste, parce qu'après, ça passe à autre chose, mais sur le programme, dans le programme, on n'a pas que la question chômage, précarité avec l'interdiction des licenciements ou la baisse du temps de travail. On a aussi la question écologique, le danger environnemental. Ça aussi, c'est important. La sortie du nucléaire. Je vous dis ça vite fait parce que notre programme, c'est aussi ça. Et c'est aussi la lutte pour l'égalité des droits pour toutes et tous, la lutte féministe. Bien. On va y revenir sur le féminisme. C'est important parce qu'on parle souvent, c'est normal aussi, puisqu'il y a une urgence avec le chômage. Mais en même temps, il y a plein de choses à dire dans cette société violente qu'on veut dénoncer. On y revient dans 2 minutes avec votre personnalité.